l'eau des îles de Berthier et Sorel. C'est tout un monde à découvrir au soleil levant. Personne ne reste insensible devant une telle beauté et un spectacle aussi grandiose et aussi rempli. Ici et là, au gré des paysages, un envol de canards sauvages. Une canne tentera d'attirer notre attention pour permettre à ces canetons de se mettre à l'abri. La femme blessée, elle veut nous attirer. Elle veut tirer sur une canne. Oh, que ça c'est beau. Oh, que c'est beau. Des petits à peine des branches. Un grand héron bleu qui nous regarde passer imperturbable. Un autre qui décide de nous faire une démonstration de son vol majestueux. Les îles et le lac Saint-Pierre, paradis de pêche, oui, mais aussi un Éden fantastique pour des dizaines d'espèces d'oiseaux, mammifères, reptiles et batraciennes. L'équipement est solide et il se doit de l'être pour s'attaquer à ce fin renard d'eau douce qu'est le brochet. Nos pêcheurs sont fébriles au début de cette journée remplie de promesses. Qu'il y en a un drette là, clé. Il faut qu'il se cache quelque part, ces brochets-là. Manque de luminosité. Le brochet. C'est un beau ça l'atelier. Oh yeah. Oh yeah. Je l'emmène tranquillement, mon dîner, puis je vais comment il va faire ça. Oh, bah, pas si pire, M. Boucher. Bonjour, M. Boucher! Attention, Roger. Poignez comme il faut. Voilà. Un beau petit brochet. Il fait quoi? 2 livres et demi de poil. Il m'a rentré dans un jaune, hein? Hop, il est perdu et décroché. Non, il est encore là.
Un autre qui ne rejoindra pas la poêle à frire, du moins pas pour l'instant. Dedans, mais l'as-tu comme shot? Tu tournes là-dessus? Oui. Le lac Saint-Pierre, c'est un des plus importants élargissements du fleuve Saint-Laurent avant que l'eau douce ne se marie avec la mer. En amont, une soixantaine d'îles parsemées de chenaux, de rigolets comme les appellent les gens des îles. Véritable paradis pour la sauvagine et site de frais exceptionnel pour plusieurs poissons d'eau chaude tels que le doré, brochet, achigan, masquinongé, etc. Pour les Montréalais, pour les gens de Québec ou de Trois-Rivières, le lac Saint-Pierre est un des grands plans d'eau qui a beaucoup à offrir en termes d'accessibilité. À 1h30 de Québec, à 20 minutes de Trois-Rivières et à 1 heure de Montréal. On y trouve aussi de nombreuses rampes de mise à l'eau tout autour, ainsi que plusieurs endroits où on peut louer des embarcations. Il suffit donc de vouloir y aller pour y accéder. Alors voilà, je le pique dans la queue pour m'assurer qu'il reste bien vivant. Il est bien vivant, il est parfait. OK. Alors ça donne ça à peu près comme distance. Hein? Alors les pions, on va l'amener au fond, puis le petit mené va se promener dans le fond. Bon. Alors voilà. À moins qu'il y ait quelque chose au bout de bain, ça faille pas pantoute. Ah, yeah, moi, ça, ouais. C'est pas un doré. Une paire de shorts. Ben, je sais pas c'est quoi. C'est quoi ça? Là, c'est une roche. En tout cas, ça, ce n'est pas une espèce rare et menacée. Ça tirait. En premier, tu sais, ça est venu, j'ai dit, tabaslac, et puis... À la pesanteur que ça fait. Non, laisse faire, celle-là, OK? Dépêche-toi. Ah, ben ici, pour le doré, dans les profondeurs où on pêche, c'est une méthode bien efficace, c'est de pêcher avec des vers de terre, mais l'idée, c'est d'en laisser pendre le plus possible. Les poissons, ils sont là, il n'y a aucun doute. Mais ils sont parfois capricieux, tout comme les humains. Après un bon repas, il est difficile de leur faire absorber un hors-d'œuvre aussi appétissant soit-il. Oh, yeah. Good, good. Oh! Ça, t'es doré, par exemple. Il était temps, hein, mon ami? Il était temps, mon petit Roger. Oui, monsieur. Oh, yeah, beau doré, 3 livres. On va en manger tout, oui. Si tu reviendras ce bol-ci, tu vas te poigner dans le moteur. Ouais. Ah, ben, non, les... Ben, donne-y pas de lousse, mon sacrifice. Ça, c'est pas une huître, regardez-moi. Oh, regardez taquet, regardez taquet. Lâchez pas, hein. Il a lâché le En voilà un qui n'a pas fini de faire parler de lui et qui n'a surtout pas fini de grossir au fur et à mesure des discussions. Il a twitché dans ta ligne, puis il a décroché. Au lac Saint-Pierre, on retrouve plus d'une cinquantaine d'espèces de poissons, dont 18 à caractère sportif. C'est un des plans d'eau les plus riches en faune aquatique en Amérique du Nord. Et les préparations du vent. Là, on va remonter, on va faire une autre descente. Il est bien avant Là, le là, Le bar du Saint-Laurent, donc Un petit c'est bar. une espèce... Il presque l'appelle le disparue vin, de- puis la perche blanche. Perche blanche ou bar du Saint-Laurent. C'est beau, hein? La pêche à la dérive, c'est ni plus ni moins que de la pêche à la traîne. Comme on peut le voir sur cette animation, le courant déplace l'embarcation et l'appât en direction des bandes dorées à la même vitesse que tous les autres aliments que l'on retrouve sur ce plan d'eau. La profondeur idéale
pour nous autres, ça serait autour de 18 pieds. Entre 18 et 22 pieds. On a une attente. Le sonar ou détecteur de fond est un atout précieux. Il permet aux pêcheurs de maintenir une trajectoire en fonction de la profondeur désirée, laquelle est déterminée par la température de l'eau. Exemple, pour le doré, il faut trouver les fonds où la température de l'eau se situe à 55 degrés Fahrenheit. Au bateau. Julien. Mais tu trouves pas qu'il roule un peu vite, les gars? On a trouvé la bonne profondeur équivalente à la bonne température, on a le bon leurre, le bon appât, un bon guide, et voilà les poissons tels que prévus. Oh, il s'en vient, il s'en vient. Oh, t'es beau, attends. C'est bon. Hop là! Hey! Le petit frère de l'autre! Le petit frère de l'autre, le petit frère de l'autre. Oh, oui, je le veux. Oh, oui. Oh, allez, go! Oh! C'est respectable. Hein? Regarde, ça, c'était beau poisson. On les remet à l'eau? Ouais. On les remet à On l'eau. va le laisser grossir. tu sais. Bye bye, va chez ton père. Va chercher ton père. Ouais. Beau, là. Oh, qu'il veut rester en bas. Oh, qu'il veut donc pas venir. Viens voir papa. Viens, mon beau petit garçon. Tu m'as bien taquiné toute l'avant-midi, mais là, c'est moi qui ai le meilleur. C'est 2-0 pour moi, mais que ça aille dans la puise. Oh, qu'il veut. Il veut pas monter. Non. Allez. Ouais, je vais faire longtemps. Oh, oh. J'en dis pas de l'eau, ça. Ah non, je lève pas ma cloche. T'as ça? Ah oui, viens-t'en. C'est une affaire de 10 aux livres. 2-0 pour moi! What a fish! Hey, Wouhou! Yahoo! 2-0 pour moi. 2-0 pour moi. Oh, qu'il est magnifique. Hey, comment tu pèses? Roger, comment tu pèses? Une dizaine de livres. Hey, je suis assez content, j'en shake un peu. Oh, le magnifique poisson. Hein? Oh! Fais attention. Oh, parce que jeune homme. c'est beau, Sandy. Oh! Ah, 2-0 pour moi. Hein? Devant midi, tu m'as taquiné, c'était 1-1, mais là, non. Moi, je dis 10 livres. 10 livres? Ah, 8,5. 8,5. 3 kilos, 3 kilos 500, on va voir qui a raison. On va me faire quelque Chose certaine, c'est que l'on ne va pas peser toutes les prises. 4 kilos 200. Le livre. Mais celui-là vaut vraiment la peine qu'on utilise la balance. C'est ça. C'est bon, Roger, on fait une belle photo, ça. Ouais. Hein? On va regarder ça en Les souvenir. beaux poissons de même à 1 heure de Montréal. Hein? Bon, Tu penses de ça? très beau. Je vais t'en faire finir une. Parfait. Bon. On pourrait essayer. Nous avons voulu vous démontrer l'action des leurres utilisés pour pêcher ces dorés et ces brochets. Nous avons donc emprunté l'aquarium que vous pouvez voir au printemps au Salon du Camping à Montréal, et grâce à la collaboration des pêcheurs sportifs du lac Saint-Pierre, nous y avons fait nager plusieurs espèces représentatives de ce milieu de vie. Alors, à la pêche, évidemment, il est bien important d'avoir les leurres bien attachés. Et voici Savoir bien attacher ses leurres fait souvent la différence entre une bonne ou mauvaise pêche. 2, 3, 4, 5 fois. Et on repasse donc ici et on revient pour barrer le nœud. Le nœud du pêcheur est simple et très efficace. Et voilà. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de couper le petit bout qui dépasse. On a donc attaché solidement un marcheur de fond après notre corne, communément appelé un bait walker, ce qui va nous permettre de descendre à la profondeur désirée. On sait que le doré se tient dans le courant à 18-20 pieds parfois. Et au bout de ça, on attache un bas de ligne qui a une résistance moins forte que la ligne elle-même, de façon à ce que si on accroche quelque part, ben, on ne laissera que la moitié de l'équipement au fond.
Le bas de ligne a à peu près 18 à 20 pouces et on y attache évidemment un jig. Les jigs, ben, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y en a en plume, des vertes, des rouges. On aurait pu aussi y accrocher une cuillère ondulante, tournante, etc. Au bout du jig, on va y mettre un ver de terre parce qu'on sait que le doré est friand de ça. Le ver de terre imite évidemment les sangsues dans le fond du lac. Alors, il va nous rester à essayer l'efficacité de ça dans l'aquarium. Le jig fut largement utilisé au cours de cette journée. Comme son nom l'indique, il faut jigger, c'est-à-dire faire dandiner le leurre en lui donnant un mouvement de haut en bas. Et bien que ces poissons soient passablement stressés par ce changement de milieu, le jig ne manque pas d'en intéresser quelques-uns. Parmi les autres appâts utilisés, il y a les cuillères ondulantes ou tournantes qui imitent à leur façon un verron. Il faut donc leur donner le mouvement d'un mené qui nage, mais il arrive souvent que de le faire dandiner donne des résultats. Les devants sont aussi des imitations de verrons et il est bon de varier le mouvement et la vitesse pour mieux tromper le poisson. Les dorés, tout comme les brochets, se laisseront leurrer à l'occasion. Alors, on a parlé des leurres, des devants qu'on a essayé là-bas, mais il ne faudrait pas oublier les appâts vivants qui sont très importants parce que la majorité de ces poissons-là, finalement, ça se nourrissent de sangsues, de grenouilles, d'écrevisses, de ménés, etc. Alors, on a ici là, des ménés vivants qu'on va essayer. On a aussi des ménés morts parce que dans la majorité des lacs de la province, les ménés vivants ne sont pas autorisés, mais il y a beaucoup d'endroits où on peut pêcher avec des ménés morts. On a des écrevisses. Il faut faire attention pour ne pas se faire piquer. Il y a évidemment le ver de terre qui imite, pour s'en souvenir, la sangsue. OK? Et finalement, la grenouille vivante qui est très, très, très efficace pour la pêche, surtout au brochet, mais également au doré. Et la meilleure méthode d'appâter une grenouille, évidemment, c'est par le bec, parce qu'autrement, si on l'accroche ailleurs dans le corps, automatiquement, elle ne vivra pas, elle va se noyer presque immédiatement. Alors, l'idée, c'est de juste la piquer en dessous de la mâchoire, puis on lui cloue le bec carrément. Et à ce moment-là, on va voir tout à l'heure dans l'aquarium qu'elle nage très bien et qu'elle attire très, très bien les gros prédateurs comme le brochet. Les écrevisses ont cette curieuse façon de nager à reculons, peut-être pour ne pas avoir d'eau dans les yeux. Il faut donc les accrocher à l'hameçon de manière à leur donner un mouvement naturel. L'écrevisse est un appât mortel pour le brochet. Une technique intéressante de pêcher avec des verrons morts consiste à lui enlever la tête et à l'aide de cure-dents lui donner une forme arrondie. Attaché solidement sur un tandem d'hameçon, il se déplacera dans l'eau en décrivant un mouvement spiral, ce qui ne manque pas généralement d'intéresser de beaux spécimens. On peut pêcher au mené vivant en l'accrochant à l'hameçon de plusieurs façons. Par la dorsale, par la bouche ou encore par la queue, la méthode préférée d'Henri. L'important, c'est de garder le mené vivant le plus longtemps possible. Ici, les poissons sont plutôt timides et on les comprend. Retournons donc aux choses sérieuses, c'est-à-dire à leur milieu naturel. La limite de dorée étant prise, Roger et Henri ont voulu terminer la journée avec quelques brochets. En bordure des joncs, les lancers doivent être précis si l'on ne veut pas visiter le bar à salade. L'important, c'est de pointer, avec le bout de la canne, l'endroit où l'on veut que le leurre atterrisse. Oh, Dieu qu'il est beau. Regardez, allez. On va nous emmener derrière, là. Oh, faut pas que tu montes là. Le brochet, notre requin d'eau douce, possède une dentition particulière. Toute une série de petites dents au palais, pointues et coupantes comme des lames de rasoir. Ce qui explique qu'il faut le pêcher avec un avançon de métal si l'on ne veut pas y laisser une partie de son coffre à pêche. Doré, hey, comment ça, c'est pas... Oups! Bon, ben écoute, on a assez de doré, notre limite est prise, on va le remettre à l'eau, celui-là, hein? Le doré est aussi un important prédateur et, occasionnellement, il fréquentera les riches aires d'alimentation du brochet, particulièrement quand il est affamé.
Mais des dorés de main, c'est bien gardable, normalement, mais la limite. C'est la limite. Voilà. Ça, il va plus tomber. La chigan qui se tient en bande fréquente souvent les mêmes eaux que le brochet, étant lui aussi un grand carnivore. Hey! Les températures d'eau qu'il affectionne se situent entre 65 et 70 degrés Fahrenheit. Il n'est donc pas rare d'attraper un beau spécimen en pêchant le brochet. À la traîne, dans les herbiers, le secret, c'est de pêcher relativement près du bateau de façon à ce que le leurre suive bien les mouvements de l'embarcation. Le brochet est un solitaire. Il aime l'eau chaude autour de 70 degrés Fahrenheit. Il se tapira en bordure des grands herbiers à l'affût de ses éventuelles proies. Son terrain de chasse est assez limité. Il peut rester plusieurs semaines dans les mêmes environs. Oh, pas pire, pas pire, pas pire. Oh, oh! Ça, c'est bon en transo, moteur. Fatigué un peu, fatigué un peu. C'est bien envoyé. Ouais, d'accord. C'est un beau, hey, attends, je pensais qu'il est pas mal plus gros que l'autre. C'est un brochet qui fait au moins 4,5 livres. Une autre journée de pêche magnifique qui se termine encore une fois. À une pêche extraordinaire, un souper extraordinaire. Au diable la dépense! Mais la pêche n'était pas finie. Mais ta santé, mon cher Roger. Santé, Henri. Tiens, la plus belle prise de la journée que t'as pu faire. Oh, mais faut quand même pas exagérer. J'admets que t'es champion, mais... On les perd sur les taureaux, les gars. C'est très vrai, c'est pas ça que ça... C'est pas ça que ça... Je te dis. Mais, en broyant, il y a moi avec une... Salut, ça va bien? Salut. Ça va, Maria? Ça va bien, merci. Ça va bien, Henri? La pêche est indiscutablement le sport le plus populaire au Québec. La preuve, 1 300 000 permis sont vendus à chaque année et ce qui est étonnant, c'est que l'on peut affirmer qu'il n'y a pas de champion. Et Jean-Yves, t'es-tu monté des modeleurs en masse? Merci. Hein? À la douzaine. À la douzaine. Des dizaines de modeleurs. Moi, ce matin, en tout cas, j'aimerais aller à la pêche en rivière, à la pêche à la mouche.
Il y a certes des experts tels que Serge Vincent, connu par ses nombreux écrits et livres spécialisés sur la pêche à la mouche. Henri Poupard, fondateur de la revue Québec Chasse et Pêche. Georges Grunfeld, chroniqueur spécialisé de chasse et de pêche en milieu anglophone. Jean-Yves Blais, qui s'est bâti une réputation par sa production de mouches pour la pêche. Je te fais confiance, je te fais confiance. Robert fait surtout confiance à Hélène. Mais il y a les autres, les véritables amateurs de pêche et de plein air, tels que Christine Tremblay, Hélène Coubec, Roger Désiel, mieux connu sous le nom de Tipper. On pêche ensemble, toute la journée. C'est ce groupe que nous suivrons au cours de ce week-end de pêche. Le terrible duo. Oh la belle! La pourvoirie du Mastigouche est située au pied des Basses-Laurentides, à quelques kilomètres de Saint-Gabriel-de-Brandon, à environ 80 kilomètres de Montréal et à 50 kilomètres de Trois-Rivières. Le territoire est limitrophe à la fameuse réserve du Mastigouche et les lacs et rivières qui font partie du même réseau hydrographique sont nombreux. Il est normal d'y retrouver les mêmes espèces de poissons que l'on retrouve à l'intérieur de la réserve, soit en majorité l'omble de fontaine, mieux connue sous le nom de truite mouchetée, ainsi qu'un faible pourcentage de truite grise. Le choix des cannes et des soies est fait. On assemble tout fébrilement. L'excitation gagne peu à peu nos pêcheurs. Qui capturera la première? On réchauffe le bas de ligne pour l'empêcher de vriller. On goûte même à la mouche pour s'assurer qu'elle plaira à Dame Mouchetée. Un peu de silicone, non pas pour améliorer le goût, mais pour s'assurer qu'elle flottera bien en surface de l'eau, comme un véritable insecte quand on lui donnera le mouvement. Encore un faux lancé pour prendre la distance et hop, c'est parti. Ah, j'en ai une belle, là. Ah, une belle petite bouteille. Bon, elle est trop petite, celle-là. Je pense que je vais la relâcher. Oups, les mains mouillées. Tiens. Ah, Jean-Yves, peut-être si on pêchait plus en dedans. Oui, je pense qu'ils sont dans le courant maintenant. Le soleil s'est en déplacé un petit peu, là.
Hey Jean-Yves, qu'est-ce que tu dirais si on irait... Oh! Oh, c'est bol! Mais là, j'en ai fait. Sur une rivière comme la Mastigouche Nord, le secret, c'est de pêcher les nombreuses fosses que l'on retrouve en remontant le courant. Quand ça ne mord plus à un endroit, il y a de fortes chances que la fosse soit vide. Inutile d'attendre car il peut se passer plusieurs jours avant que d'autres salmonidés viennent occuper la place. Dans les basses Laurentides, la faune est abondante. Orignaux, ours noirs, cerfs de Virginie, perdrix, et on peut même parfois y faire d'étranges rencontres, telles que le péril jaune de Tipper. C'est un beau pays. C'est rocheux un peu, il y a un peu de galets. Il n'y a pas des belles routes. Ça se monte assez bien, gros. Tranquillement, pas vite, là. Juste avant le grand étang de la Mastigouche Nord, les chutes Patouche. Est-ce un avertissement de ne pas détruire ou tenter de modifier ce site exceptionnel? Ouais, j'en ai une belle. J'en ai une belle. Les salmonidés ne font pas exception à la majorité des espèces vivantes sur cette planète. Les spécimens les plus grands, les plus gros et les plus forts occupent toujours les meilleurs territoires et les places de choix, et le pied d'une chute constitue un endroit de qualité. De l'oxygène à profusion, une température d'eau fort acceptable et surtout une source d'alimentation extrêmement importante sur une rivière comme celle-là. Hey. On a une belle. Cette chute d'eau constitue un obstacle infranchissable pour les truites mouchetées. Il ne serait donc pas étonnant que nos pêcheurs y fassent de belles captures. Je sais qu'il y en a une belle là-bas, mais il n'y avait pas mal. Plusieurs fois qu'elle vient. S'il y en a une, il y en a d'autres. Peut-être son petit frère est là, sa petite sœur. La grand-mère. La grand-mère, c'est la grand-mère. Ça, tout le monde espère prendre ça un jour, la grand-mère. Ça prend la grand-mère, absolument. Le choix de la mouche, c'est toujours une question d'observation. L'eau est-elle calme, rapide? La température de l'eau est-elle plus froide que normale? Quels sont les insectes naturels en activité? Autant de questions, autant de réponses. Au printemps, quand les eaux sont froides et brouillées, on aura avantage à utiliser les gros streamers. En rivière en eau rapide, les muddlers et les perlidés donneront d'excellents résultats. En eau calme et froide, on dit qu'il n'y a rien pour battre les nymphes. OK, j'en ai une belle. Mais à tout cela, il faut surtout ajouter un peu de flair ou, si vous préférez, le sixième sens du pêcheur. Hey! J'en ai une belle aussi. OK, prends-la, c'est ça. Ah! C'est beau. Ils vont faire quoi vider à la place? Ce n'est pas toujours facile de moucher, surtout en rivière. On ne dispose pas toujours de l'espace nécessaire.
Il faut donc parfois être inventif et improviser des techniques. Bien que l'expression anglaise « brook trout » laisse supposer que la truite de rivière est différente de l'omble de fontaine que l'on retrouve en lac, il n'en est rien. La truite de rivière est sûrement plus vigoureuse si l'on compare deux spécimens de même taille. L'explication est simple. La présence de courants parfois même violents, qui aident énormément notre adversaire dans ses mouvements, et une plus grande vitalité compte tenu du taux d'oxygénation plus élevé en rivière qu'en lac. Il y en a des plus grosses que ça, Jean-Yves. Je suis persuadé que tu es capable d'aller t'en chercher une. Là. Dans le coin là-bas, c'est beau. Formidable. Il n'y a pas de mots pour dire la pêche que j'ai faite. Tu bois les chutes un peu. Ah, c'est très beau. Puis les poissons. Ah oui, ça a mordu. Le modeleur, il est dangereux dans le bas du C'est une mot d'ailleurs qui a été faite pour la truite. La pêche en rivière a été prolifique. Rien de plus normal que de discuter du résultat autour d'une bonne table. 50 pieds que le modeleur qui fait remplir de la... J'espère, arrête que tu me racontes. Comment? Quelle sorte de l'air? Dans le but de bien vous illustrer le mouvement des mouches sous l'eau, nous avons emprunté cet aquarium des salons nationaux du camping. Je voudrais bien que tu me montres le fameux nœud que tu as utilisé pour mastigouche, là. Le nœud du pêcheur, celui qui fait travailler la mouche en ligne droite. Disons qu'on prend ce coupe-ongle-là, puis on va en faire l'hameçon ou la mouche et un bout de soie orangé. Je passe la soie, c'est-à-dire le monofilament, dans l'œillet et j'oublie complètement la mouche. Je fais les mouvements d'un nœud de boucle torsadé, sauf que je passe en arrière de la deuxième boucle pour créer ce motif-là. Et là, je vais chercher ma mouche, je ramène ma mouche, je passe ça par-dessus la mouche complètement et je serre. Et ça fait un nœud qui va travailler. Tu vas permettre à la mouche en ligne droite. Voilà. C'est ça. Les streamers sont généralement de grosses mouches voyantes. Elles imitent, principalement par leur forme et leur couleur, un petit menet. Il faut donc lui donner le mouvement d'un verron qui nage. On peut également lui donner une allure saccadée pour imiter un petit poisson blessé. La populaire modeler est une combinaison du streamer et de la mouche noyée. Elle imite à la fois le verron ou l'insecte qui est retombé à la surface et qui descend lentement plus au fond. Les mouches sèches, pour leur part, imitent l'insecte qui vient d'éclore en surface ou celui qui vient de s'y poser pour pondre. Plus de 90% des insectes naissent dans l'eau. Il est important de lui donner un peu de mouvement tout en s'assurant qu'elle flotte bien en surface. Les nymphes et les mouches noyées représentent pour leur part les insectes en suspension dans l'eau, soit ceux qui remontent pour l'éclosion ou ceux qui descendent vers le fond, leur cycle de vie terminé. Les truites prennent bien la mouche, puis souvent ramènent la mouche en direction du pêcheur et on sent pas du tout lorsque le poisson a la mouche dans la gueule, alors c'est très difficile de piquer. Et c'est pour ça que des techniques comme on employait lorsqu'on était au Rastigouche, ces techniques-là, on les emploie aussi. Elle l'a pris, mais puis trop tard, je l'ai pas senti. Là, on va aller s'en chercher. Oh, là, notre belle. Hein? Ils sont fringantes. Celle-là, il ne veut pas s'en venir. Elles sont très combatives. D'ailleurs, l'eau est chaude aussi là-dedans. Il faut les amener dans le meilleur temps. C'est une petite vigoureuse. Oh, elle est très vigoureuse. C'est une belle à voir de ça.
Mais l'eau est chaude, puis il faut les relâcher dans le meilleur... Oui, voilà. Oui, presque pas pied, hein, Juste sur le bord, hein? Oui, juste une petite arrête. Toutes ces possibilités qui s'offrent aux pêcheurs à la mouche peuvent parfois nous paraître compliquées. On a demandé à Serge Vincent ce qu'il en pensait. C'est pas du tout compliqué. On emploie les différentes mouches en saison. Bien entendu, il y a des temps qui sont plus propices. On pense au printemps, où on peut employer les streamers. Les nymphes, c'est à l'année longue. Ils sont dans l'eau. Les truites s'en nourrissent à l'année longue. Les sèches, par contre, on utilise ça quand il y a des éclosions. Quand les truites viennent en surface, on dit que les truites jouent en surface. Ils ne jouent pas, ils se nourrissent. Et c'est dans ce temps-là qu'on utilise les mouches sèches. Bien entendu, on choisit la mouche en fonction de l'espèce d'insecte de l'éclosion, soit une éphémère ou une frigane. Maintenant, c'est pas si compliqué que ça. Il y a d'excellents livres sur le marché où on peut prendre toutes ces informations-là. Puis, bien entendu, l'expérience, puis le temps passé sur l'eau avec l'observation, ça aide beaucoup dans notre choix des mouches au cours de la saison. L'expérience à la pêche à la mouche, c'est toute une affaire. Mais il ne faudrait pas oublier que plus de 90% des salmonidés sont capturés au lancer léger. Allons donc voir comment se débrouillent Georges et Christine. Quand on a trouvé un endroit propice, là où le poisson veut bien collaborer, pourquoi ne pas s'arrêter et jouir en même temps de l'environnement? Oh! Elle là! Ah, ben je la vois. Tu prêt? Oui, 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 oui. OK, il l'amène. Allez! Là! Ah, la première Ah, de la ben journée! C'est ça! Pour la truite mouchetée, la pêche à la ligne morte porte souvent fruit avec des appâts naturels. Il faut toutefois limiter au minimum la quincaillerie. Hey, j'ai quelque chose, genre. Souvent, un simple hameçon et un ver de terre donneront les résultats escomptés. Ah, c'est pas pire. Eh bien, Ah, c'est pas pire, ça. 10 minutes. tu l'as bien pris. Ouch. Il est intéressant de se rappeler que le ver de terre, ou si vous préférez le lombric, ne se retrouve pas à l'état naturel dans nos lacs et rivières, à moins d'accidents. Oh oui. Ce lombric imite en réalité la sangsue. Et une bonne méthode de l'appâter, c'est d'utiliser un tandem d'hameçons, comme on le voit ici, de façon à lui donner le mouvement de la sangsue. Cette dernière ne se déplace pas en petits paquets. Quand elle nage, elle a une position allongée qui ondule dans l'eau. J'ai eu un... Quoi? Mais, Chance. c'est une belle. Wow, regarde, c'est beau ça. On a combien maintenant, là? Là, tu comptes pas. Non. Elle est belle. Je sais pas, je suis pris au fond, là. Ah non, c'est une truite, ça. Encore un autre? Ah oui, ah oui, ah oui. Arrête ça. Ah, elle là. Le Je le vois-tu? vois, je le vois. Elle est Ouais, en ouais. avant? Ouais, Ok, ok, juste ok, là. je la vois. Ah oui, attends une minute. Doucement, doucement. Oui, oui, oui. Ah! Une belle! Pour plusieurs pêcheurs, le downrigger, ou marcheur de fond qu'utilisent ici Tipper et Hélène, est un outil mystérieux et compliqué.
En réalité, c'est un poids monté sur poulie qui permet au leurre de votre choix, attaché de façon conventionnelle à un appareillage de lancer léger, de descendre à de grandes profondeurs et de pêcher à la traîne. L'utilisation du downrigger ne saurait être très utile si on ne le jumelait pas à d'autres techniques de pêche, notamment le thermomètre dans le cas de la truite grise. 48, 50 pieds. On va frapper le 55, 60 pieds tout à l'heure. On sait qu'elle aime bien se retrouver dans des eaux dont la température varie entre 52 et 57 degrés Fahrenheit. Il faut donc déterminer si cette température se retrouve à 30, 40 ou 50 pieds et de là, utiliser le downrigger. Les pêcheurs. Un angle de 10 livres. Une cueillère de 20 livres, c'est truite. On avait beaucoup trop de soleil, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Ça, Pas trop chaud, hein? Ça n'a pas de Mais bon ça, sens. tu as attrapé ça en lac, ça. On va trouver ça, c'est dans le société. À 107 ans. À 107 ans, regarde ça. On va tout de suite, mon âme de l'âme. Les Québécois n'ont pas que la réputation d'être de bons pêcheurs. Ils savent également bien s'amuser. Les truites étaient au rendez-vous, ou presque. Le soleil était radieux et la compagnie fort agréable. Quoi de plus naturel que de bien souligner un week-end de pêche qui fut excellent. C'est des belles bêtes, ça. Avez-vous des chances avec ça, vous pensez? Ça se peut. Les pêcheurs et chasseurs sportifs du lac Saint-Louis existent depuis plus de 40 ans. Cette association compte au-delà de 1400 membres. Le club, comme on l'appelle ici à la Chine, est très actif. À chaque année, on organise pas moins d'une vingtaine de tournois de pêche ou de chasse. Un week-end, c'est pour le gros mosquit, un peu plus tard pour le gros doré, et ainsi de suite. Comme pour la majorité des associations de chasse et pêche, ces tournois contribuent largement au financement de l'organisme, en plus de créer un esprit sportif au sein de l'association et de ses membres.
Tout le monde peut y participer, hommes, femmes et enfants, quel que soit l'âge. Première position, dorée, M. Claude Brunet. C'est grâce à ces pêcheurs que nous avons pu réaliser ce film sur la pêche au masquinongé en automne. Film que l'on disait difficile à réaliser. M. Michel Moquin, 5 livres 7, 30 de longueur par 11 écarts de circonférence. Troisième position pour le junior, Martin Portelande. 3 livres 8, 26 écarts de longueur par 10 écarts de circonférence. Le lac Saint-Louis, avec sa superficie qui dépasse les 80 km², fait de lui une véritable mer intérieure. Sa proximité à une population de plus de 2 millions d'habitants en fait également le lac le plus pêché au Québec. C'est un plan d'eau très riche et on peut y capturer plus de 50 espèces de poissons. Il y en a donc pour tous les goûts. Pour réaliser ce reportage, 3 sites ont retenu notre attention. La pointe du Moulin du côté sud de l'île Perrot, le coin par excellence pour le masquinongé, les magnifiques et historiques rapides de la Chine et enfin, le côté sud, le long de la voie maritime près de la réserve de Kanawate, là où les achigans atteignent une taille telle que les pêcheurs n'ont plus besoin de mentir en les décrivant. C'est du moins ce qui nous a été raconté. 11 pieds, 11 pieds. On va être chanceux ici. Là. Sylvain, c'est à quoi la gageure? Hein, Sylvain? Ouais. Je l'avais dit. Les jeunes sont pas ici de faire la barbe aux vieux, tu sais. Achigan! Je vois papa. Ouais. OK, c'est pas un gros, là. Juste à la surface. Comme ça. Comme ça. Hé hé! Ah, c'est beau. Achigan! La recette pour l'achigan, un menet bleu de 4 pouces, un hameçon numéro 2, 3 ou 4 petits plombs ronds. Et laisser dériver au gré du courant dans 12 à 14 pieds d'eau. T'as un petit peu. Là, t'en as un, là. T'as un poisson au bout de la ligne. Et ça, c'est l'achigan qui saute. Au club, on vous dira, ça c'est la technique à Bel-Air. Mais il faudra ajouter que Dominique Belair, le guide, connaît le lac Saint-Louis comme le creux de sa poche. OK, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça a l'air à vouloir tenir le fond. Oui. Achigan est un nom indien qui veut dire celui qui se bat. Nos pêcheurs, comme leurs achigans, ont l'air timides et gelés et ne semblent pas vouloir se battre très fort. Pour leur donner le temps de s'y faire, l'équipe de tournage en a profité pour explorer les fameux rapides de la Chine. C'est à la hauteur de Ville-la-Salle, à l'est du pont Mercier, que le Saint-Laurent se resserre. Le courant y est beaucoup plus vite et bientôt, ce sera les rapides. Bob Gardner les connaît bien, ces rapides, pour les avoir passés des centaines de fois. C'est un expert navigateur. Ce qui ne manque pas de rassurer l'équipe, surtout Noël, le preneur de son. Les rapides de la Chine, c'est tout un milieu de vie. Il y a évidemment des canards, mais aussi des dizaines d'espèces d'oiseaux, notamment une des plus grandes héronnières du Québec. C'est absolument le point le plus intéressant et le plus important pour la vie sauvage dans la région de Montréal. C'est une réserve ici, en fait. C'est une réserve fédérale. C'est le pire bout ici? Non, le pire, c'est en bas encore. Ah, le pire est à venir. Quelque chose, hein? Magnifique. Ah. C'est là où on sent vraiment tout l'oxygène qui vient s'ajouter
si on fait disparaître ça, là, on va faire du dommage dans le fleuve jusqu'à la mer. Une telle beauté lui tient à cœur et avec raison. Et en plus, Bob Cordner a la chance de posséder un chalet sur l'île aux Hérons, au beau milieu des rapides. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de défendre un site semblable? Si on regarde comme il faut l'endroit, c'est une des seules, probablement la seule ville majeure, Montréal, qui a une beauté à la porte, comme on est ici. On est chanceux. Je pense qu'on est chanceux, puis on devrait faire des efforts de le conserver parce que on représente à la fin Montréal et les villes autour de 50% de la population de Québec. Et c'est la dernière endroit sauvage qui reste dans le secteur. Là, vous avez pris des poissons, vous, ici? Ouais, on sort des truites de 14 livres juste devant le quai. Et nous en avons rencontré des pêcheurs lors de cette descente, qui avaient de belles captures de brunes et d'arc-en-ciel. Et ce n'étaient pas des histoires de pêche. Attention aux poissons, hein? Ben oui. Faites pas notre pêche. Si la pêche était bonne, les gars. Pêche, mon cher ami, on va t'épater. Si l'équipe de tournage s'est quelque peu attardée à contempler la beauté des rapides de la Chine, Pierre et Dominique, eux, n'avaient pas perdu de temps. Ils en ont en effet profité pour améliorer leur recette d'achigan en dépit de la température. Ça, c'est une partie de pêche qui n'a pas fini d'être racontée. J'avais remporté le concours. Regarde le champion du tournoi. Viens voir qu'est-ce qu'il y a dedans, là. L'ami Pierre ne blaguait pas. Il a en effet gagné le premier prix pour l'achigan qui pesait 4 livres et 3 onces et le premier prix pour le doré avec 7 livres et 2 onces. À la pêche, il faut être là au bon moment. Et une autre surprise nous attendait. Wow, Philippe! Hey! Comment tu payes? Comment tu payes? Ce muskie capturé par Philippe, 48 pouces et demi, 34 livres et 12 onces, c'est une surprise de taille et dire que c'est le genre de pêche qu'on peut faire à quelques pas du métro de Montréal. Mais il est pas long, mais il est gros. Au lac Saint-Joseph. Comment tu mesures, Dolan? 48 et demi. 48 et demi. Prenez-vous tes gants, Philippe? Prenez-vous dans la Ça, c'est beau. Tu vois, c'est large, ça. Je comprends. Il est mieux fait que celui à Maurice. C'est mon ami. Il est mieux fait que Maurice aussi. Pauvre Maurice, on ne saura jamais qui il était. Mais sur le muskie, on a voulu en savoir plus long. Les pêcheurs du lac Saint-Louis nous ont raconté qu'ils prenaient de moins en moins de muskies. Pour eux, la dernière saison a été très mauvaise. Des heures et des heures passées sur le lac sans rien attraper. Est-ce qu'il faut en conclure que les masquinongés du lac Saint-Louis sont menacés? Nous avons posé la question à un biologiste qui les connaît bien, Bernard Lebeau. Faut dire d'abord, le masquinongé, ça a toujours été un poisson rare. C'est un grand prédateur dans l'écosystème nord-américain. Il n'y a pas de poissons qui sont plus carnivores que le masquinongé. C'est un peu comme le loup. On n'a jamais vu le loup en grande quantité dans les bois et puis il ne faut pas s'attendre à ce que le masquinongé le soit davantage. Bernard Lebeau a passé des heures et des heures à étudier le muskie, ce qui lui a permis de faire une certaine analyse de la personnalité des pêcheurs de masquinongé. Les pêcheurs de masquinongé, ce sont des personnes spéciales. C'est des gens qui ont une patience difficile à définir. Ils sont mauvais, là. Des gens entêtés, des têtes dures, je dirais, là, c'est des têtes dures. Ce sont peut-être des personnes têtues, des enragés de leur sport, mais en tous les cas, c'est du monde bien sympathique que nous avons rencontré. Gilles Lantier, Denis Trudeau, Roger Saint-Onge, Larry Monton, Émilien Lemire, Donald Rousseau. Grâce à eux, on va essayer de rendre possible l'impossible, filmer des captures de masquinongés. Jean Rémillard, le réalisateur de ce film, explique le fonctionnement des radios qui permettront à l'équipe de tournage de rester dans le feu de l'action. Nous, c'est ça qui nous sert, en fait, à savoir si vous en avez un muskie ou pas. On va être en stand-by autour, là.
Samedi 13 octobre, c'est le petit matin du jour M. M comme dans Mosquée. Tintin, notre capitaine, donne la touche finale aux préparatifs. C'est une affaire que j'ai jamais faite de l'été. C'est la première fois qu'il danse au Witchy. L'équipe qui, la veille, a écouté toutes ces histoires sur les difficultés de capturer un mosquit, genre « vous auriez dû être là il y a 15 jours, c'était meilleur », garde quand même son optimisme en embarquant, mais on n'ose pas trop y croire. Un mosquit, c'est rare et difficile à attraper. Imaginez, plus de 100 heures de pêche en moyenne par poisson capturé. Denis Jean, correct? OK, je te reçois très bien, tu me reçois bien? Très bien, merci. Une dernière vérification pour s'assurer que les communications sont efficaces, c'est important. Sans ces radios, le film devient irréalisable. Je reçois 5 sur 5. Après une quinzaine de minutes, on arrive à la Mecque du masquinongé, la pointe du Moulin. C'est là que l'on prend chaque année plus de 50% de tous les masquinongés capturés sur le lac Saint-Louis. 18 à 20 pieds d'eau, on sort 5 à 6 couleurs de ligne plombée. On pêche à la traîne. Chaque embarcation suit une ligne imaginaire entre le point X et le point Y. Ces points de repère, c'est ça le secret bien gardé de chaque pêcheur. L'équipe s'installe le plus confortablement possible. On a de la nourriture et des rafraîchissements en quantité. On a même prévu quelques petits divertissements genre backgammon, histoire de tuer le temps. Nous sommes prêts. Prêts pour l'action et prêts à une longue attente. Deux fois, 3 fois. C'est étonnant quand même qu'ici, juste à côté de Montréal, même des poissons aussi importants en fait. C'est un plan d'eau, il y en a, tout ça. J'ai l'appel Jean. Si vous en faites honneur, Ça fait à peine 10 minutes que nous sommes là quand la radio se met à hurler « Donald en a un! Donald en a un! » On y va. tout en bas de la pointe, quand je vais lever mon bras, là. OK, je te vois. Un peu plus collé sur le dos, ça va être beau. Dans vingtaine, 25 livres, ça te fait, ça? Oh, c'est beau que c'est un beau. Il est poigné sur le côté. 25 livres, ça. Poigné par le côté, hein? Ça a travaillé, vraiment. Ah! Merci beaucoup.
non. Non, regarde-les quelques secondes, qu'on puisse le voir comme il faut. Approche-toi, il va voir. Il faut que c'est aux arbres, Jean-Pierre. Ils vont emmèner nous d'autre part. Imaginez, moins de 10 minutes d'attente pour filmer Donald qui en était à son premier muskie de la saison après des heures et des heures de pêche. Avec les bateaux, là, le tenir dans les mains. Tu le décroches? C'est mieux de le garder, c'est un peu bien. Monte-le pour ça. Je sais pas quoi. 40 pouces, c'est à peu près 16 livres. À peu près 16 livres. C'est une mesure? 34. 39, 40 à peu près. 40. On avait à peine eu le temps de reprendre notre souffle et la partie de backgammon que la radio rugit à nouveau. C'est Denis Trudeau qui nous signale que Denis en tient un. C'est comme si on venait de gagner à la loterie. On l'a, la journée chanceuse. On arrive un peu en catastrophe, mais c'est important de ne rien manquer. Ça, c'est vraiment de l'inattendu. 2 muskies à la queue leu-leu. Ils ont peut-être un faible pour le cinéma. Tout le monde est énervé et il y a de quoi l'être. Denis en perd son cercueil, mais pour sauver un muskie, ça vaut bien cela. En avant, Yvon, en avant. Attendez un peu, le Denis Trudeau n'en est pas à son premier muskie. La semaine dernière, elle a capturé un 34 livres. Mais à chaque fois, l'émotion s'empare d'elle. C'est peut-être ça, la fièvre du muskie. Et là, vous tremblez encore, là? Ah oui. Ça va durer longtemps comme ça? Un petit peu. En tout cas, ça a l'air d'être un plaisir assez fantastique. Ah oui. C'est le thrill qu'on a quand il donne les coups pour s'en aller. En descendant. Il n'y a pas que nos pêcheurs aujourd'hui sur le lac. Les autres membres du club sont nombreux car c'est une journée de tournoi et ce soir, les grands comme les petits se partageront un bon nombre de prix. Combien de livres, ça? 15, 16, On fait du bon ça un peu, là. Faites-le tourner. Good night. Oh, that's a nice fish. À la pêche, la chance, c'est souvent d'être là au bon moment. Et aujourd'hui, on a la chance de notre bord. Cette capture-là n'était pas prévue au scénario. Bravo! On se voit en dehors de l'autre, là. Allez dans le fond du bateau, là. Il est film, lui, là. Oh, attention à vos petits doigts! Une des règles des pêcheurs et chasseurs sportifs du lac Saint-Louis est de remettre à l'eau tout muskie pouvant survivre s'il mesure moins de 40 pouces. Robert Anger et Marcel Fecteau se font un plaisir de donner l'exemple. Combien ça a pris de temps de sortir ça de l'eau? 10 minutes. Jean Lefebvre, un mordu de la pêche, un autre membre de la confrérie du lac Saint-Louis qui, inlassablement pendant des heures et des heures, s'obstine à vouloir capturer ce loup solitaire, le muskie. Combien d'heures à essayer de prendre un mesquinongé? Pas mal. Combien de temps à peu près? Ouais, mais si le calcul, mettons, 4 heures par soir, je suis venu au moins 20 fois, fait que ça fait au moins 80 heures. Il n'y a pas que les pêcheurs de muskie qui ont été chanceux aujourd'hui. Les chasseurs d'images ont connu une journée exceptionnelle. Jean à tous les pêcheurs, Jean à tous les pêcheurs. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est la fin de l'opération Muskie. Alors, encore une fois, merci à tous. Merci d'avoir été là. Nous sommes retournés le lendemain. Et là, nous avons véritablement connu ce qu'était une vraie journée de pêche au muskie.
nous avons compris à quoi tenait la moyenne de 100 heures de pêche par poisson capturé. Nous avons compris la comparaison que Bernard Lebeau faisait entre le loup et le mosquit. Et enfin, nous avons compris qu'il fallait vraiment aimer ça. Rien, moins que rien. Bien sûr, on a vu le Britannia, magnifique bateau, mais pas une seule touche après 12 heures à suivre 5 embarcations avec chacune 2 pêcheurs à son bord. Denis Trudeau, à sa façon, a une théorie à ce sujet. En tout cas, ça a l'air d'être un exercice de patience incroyable. Oui, de patience. Je pense que vous avez de la patience d'attendre, vous autres, avec. C'est pareil comme quoi? Endurer notre menu, il faut avoir de la patience. Hey, là, ça ne sera pas de polluer l'eau, elle ira à l'eau, elle. Pour certains pêcheurs, le poisson est toujours plus loin. Ils feront des centaines de kilomètres pour arriver au camp de pêche et leur première réaction sera de naviguer jusqu'à l'autre bout du lac, croyant que plus c'est loin, plus c'est bon pour la pêche. Le lac Saint-Louis, lui, est juste à côté du métro de Montréal. Si vous croyez de même, il n'en rendrait pas grand-chose. Il y aura des problèmes. Ceux qui se lèvent à 4 heures du matin n'ont pas toujours envie de rire, mais pour Henri Poupard, Roger Gladu, Jacques Monette et Claude Pamerlot, aujourd'hui, c'est le plus beau petit matin de l'année. C'est l'ouverture de la chasse au canard. C'est le col, la waitress. Ouais, je mange juste, vous accompagner. T'es jamais saignant de même, t'es sûr? Ça fait 10 mois qu'ils en parlent et qu'ils en rêvent. C'est maintenant l'heure de partir. On continuera à rire à la cache au marais. Même DS sait qu'aujourd'hui, c'est spécial. DS, come. Dans à l'eau. Hey, on n'a pas de suite canard encore.
Enfin, la fameuse demi-heure avant que le soleil se lève. Les 12 peuvent résonner. Gare à vous, les canards. Les canards sont attirés par ce marais, mais la végétation environnante et ses grands arbres vont diminuer considérablement l'angle de tir de nos chasseurs. Je pense qu'il est mort. À la chasse, le coup de feu, c'est la finale. Plusieurs mois d'efforts ont précédé les plombs qui sortent de la bouche du canon. La chasse au canard, c'est apprendre à maîtriser le pipeau et les différents cris de canard, sarcelle, noir, morillon, autant de variétés qui nécessitent un appel différent. Three ducks dead. Mais je fais Three dead duck. Three dead duck in the pond, in the little pond. Dee-dee-dee-dee-dee. En tout cas, il a fait peur. C'est beau. Un peu les autres, un peu. On va bien. La chasse au canard, c'est entraîner un chien pendant des mois et des mois, parfois même des années. Stretch! Stretch! Find it! Find it! Find it!
on it. Stretch. Stretch. Yes, back. Back. No, back. That's good, girl. That's good. Vas-y, vas-y, Owen. Stretch. Stretch. Stretch there. Stretch. Fun trick. Yeah. Si le pêcheur éprouve un plaisir certain à capturer un poisson avec une mouche ou un leurre de sa propre conception, imaginez un peu celui du chasseur quand son jeune chien lui rapporte son premier canard. Oh oui, hein? Oui. Ici, shake. Les deux. Oh, eux autres, c'est du plomb, hein? Les autres, c'est du plomb, hein? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le coup du roi! C'est ça qu'on appelle le coup du roi. Traditionnellement, dans les grandes chasses en Europe, quand quelqu'un faisait le coup du roi, il avait droit à une infinie honneur, c'était celle d'aller s'asseoir à côté du roi pour souper le soir. C'est extraordinaire, hein? C'est qui nous invite à soir? C'est Rampo, c'est officiel. La chasse au canard, c'est apprendre à disposer ses appelants, que ce soit pour la chasse au marais ou pour la chasse au canard de plongée. La chasse au canard, c'est parfois même sculpter et peindre soi-même ses canards de bois. On va mettre la petite. Enfin, la chasse au canard, c'est une récolte normale sur le cheptel fait par les chasseurs. On n'a pas eu de long shot, on n'a pas pris de long shot. Ben non, on attendait à 30 verges. C'est ça. Ah, celui qui t'a manqué, c'était pas un long shot. Alors, ce matin, on a eu une excellente matinée, en fait, riche en sarcelles, malards, canards huppés, noirs, etc. Ce matin, on avait quand même pris une précaution élémentaire qui était de placer les appelants à l'intérieur d'une limite de 35 verges de la cache. On est dans un marais, donc avec du bois autour, et tout ce qui rentrait à l'intérieur de cette limite-là, c'était des canards de Tiram. Et la preuve, bien, évidemment, c'est la chasse qu'on a devant nous. La chasse au canard, c'est aussi être bon tireur. Et disons-le, cela nécessite beaucoup de pratique et d'habileté. Alors, c'est possible de tirer une tomate avec un gros calibre comme une 308, mais c'est également possible de tirer une pièce de monnaie avec un calibre 22 avec de la technique de tir. On ne vous conseille pas ce genre d'exercice réservé à des tireurs d'élite. Mais grâce à la technique, tout le monde peut arriver à tirer un canard au vol ou un pigeon d'argile, comme on va le voir. Il suffit parfois de corriger un tout petit peu son tir. Claude Pamerlot n'est pas uniquement armurier. C'est aussi un chasseur et un super tireur. Pour le pigeon là, qui s'en vient de face, c'est pareil comme le canard qui s'en vient de face. Il faut absolument que le canon dépasse le canard ou dépasse le pigeon pour le frapper. C'est que je pointe mon fusil en l'air, aussitôt que le pigeon y est parti, je laisse toujours le bout du canon pointé vers l'objet, là je tire. Puis explique-moi un peu le problème des gars qui ont toujours mal à l'épaule, soit qui tirent au pigeon largeur ou qui tirent au canard, des gars qui reviennent avec des épaules plus, c'est dû à quoi? Très souvent, disons, c'est dû à mauvais appui de la plaque de couche sur l'épaule. Ce qu'on conseille, là, c'est d'abord se pencher un peu par en avant pour tout le temps avoir la main qui porte le fusil et le pied qui porte les deux. La main porte le fusil, le pied porte le corps. Pour être capable de lever la jambe en arrière, pour tout le temps avoir une position devant. L'arme, quand on la monte, là, on la colle face à notre figure, on la colle après le côté de la mâchoire. Quand on le recule ici, là, il faut absolument qu'il soit appuyé très, très bien ici à l'épaule, puis lever le bras. Si je fais le mouvement que la majorité des chasseurs font, là, c'est qu'ils baissent l'épaule, le bras. Là, la crosse, ça s'en vient sur l'épaule.
automatiquement, ben, les yeux deviennent non rectilignes avec l'enlignement du fusil. C'est qu'il s'agit de prendre la même chose. On prend le fusil, on le pointe vers l'objet, on l'appuie sur le bord de notre figure, on l'accote là, puis on se couche sur le fusil. Puis automatiquement, là, ici, ça devient avec un beau petit coussinet, parce qu'en levant l'épaule, ça fait un bon petit pad naturel. Parfait, Henri, bien réussi. Excellent. Il l'a eu. C'est beau. Parfait. Hey, ça a bien tiré aujourd'hui, hein? Oui. Ça a bien été. Vraiment, Roger, là. Tu sais, quoi, je pense qu'on va arriver, sortir du trou. Ouais. On l'a fait ailleurs. Au cours des années, les méthodes de chasse au canard ont beaucoup évolué. Et la caleuse est probablement la plus efficace jamais inventée par les chasseurs, surtout pour la chasse aux canards plongeurs tels que garrot et morillon. Les morillons et les garrots se tiennent en grande concentration. Cette chasse nécessite beaucoup d'aplomb. Pour attirer ces canards, il faut considérer plusieurs facteurs, tels que le vent et les courants. Les oiseaux, attirés par les appelants, arriveront toujours vent devant. C'est bon! Goodbye! On a fait une belle journée, hein? Oui. Maintenant, encore de Vraiment, là, la caleuse, le matin, c'était bon, hein? Merci, Jockey. Vous avez fusé. Ah, ben, sécurité. C'est bien fusé, Roger. Donne-moi donc l'autre. Donne. Voilà, mon cher Henri. Voilà. Hey, on a une belle variété de canards, là, quand on a un morillon à tête rouge. Hein? Tu connais une grande morillon à tête rouge? C'est un grand morillon à tête rouge. Petit morillon, grand morillon. Hein? Malard, femelle, malard, noir. Là, ça me fait penser... c'est ça qu'on avait un noir. Ah, il est là. Hein? Regarde si on la voit bien, là. On voit très bien la différence. C'est moi les noms, là, ça. Regarde, ouvre les ailes. Regarde la différence entre un malard. Ça, c'est la femelle malard. On voit que le ventre est beaucoup plus clair que celui du mâle. En passant, il y a une autre méthode de différencier, c'est par le croupillon aussi. Non, regarde, les plumes du croupillon sont complètement blanches. Quand on est voué dans les airs, là, c'est assez facile de dire la différence. Il y a à peu près, finalement, rien que le dedans des ailes. Mais même à ça, regarde, le dedans des ailes est beaucoup plus clair. Lui plus bien. Puis sur le côté, bien évidemment, les miroirs. Hein? Regarde, le noir, il n'y a pas de blanc du tout dans les rectrices. Puis, okay. Dans le fond, finalement, la nouvelle réglementation fédérale là, qui veut qu'on ait rien que 2 noirs jusqu'au 1er octobre est facilement applicable quand les gars veulent vraiment l'appliquer.
Même souvent, au vol ici, on voit des pattes jaune-orange, hein, vraiment marquées du malheur. Oui, mais ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Quand t'as une shot qui est haute, un peu. Mais il reste qu'au vol, ça se voit quand même assez bien. Oui. Ah oui. Bon, en tout cas, la chasse était bonne. Là, on va aller faire notre primaire. Alors, la chasse au canard, évidemment, l'arme à feu, c'est extrêmement important. Mais il y a un outil qui est encore plus important que l'arme à feu, et c'est le chien. Au cours de cette partie de chasse, si on n'avait pas eu de chien, on aurait sûrement perdu au-delà de 50 % de nos prises. Et c'est grâce à un chien dompté par Régent Plante qui est ici avec nous et qui va nous faire une démonstration à quel point on peut arriver à faire obéir un chien vraiment à la lettre. Over! L'entraînement d'un chiot doit commencer très tôt. Et, croyez-le, cela nécessite beaucoup de patience, de technique et surtout beaucoup de tendresse et de compréhension. Bon chien, prends. Bon chien. Au pied. Assis, puis prends. Assis, puis prends. Donne. Bon chien. On va être là-dedans, on va sortir de l'huile de gras pour l'autre bout. L'huile de gras. On va serrer l'huile de jambe, on va sortir de l'huile de gras. Ça, c'est parce que l'eau a même baissé. Ah oui, je pensais pas que c'était pas si dur que ça matin. On fait rien du canon. Rien là, il y a du canon. Hey, watch out! Next! Prends ton temps. T'as tiré trop vite. Hey. Allez, en route. Attention, on en vient de ce côté-là. Bouge pas. Hey, gazeur. Tirer, pousser, suer, parfois dans l'eau et la vase jusqu'à la taille. C'est la chasse au culvé. La chasse des courageux, quoi. Par ailleurs, une chasse extrêmement efficace. Pas question ici d'attendre le canard. On va à sa rencontre pour le faire lever. Et l'autre en avant. That's good, girl. Le marais, c'est l'habitat par excellence pour les noirs, malards, sarcelles, canards huppés, etc. Ils y retrouvent nourriture et sécurité. Ceux qui ont l'audace de pénétrer profondément dans ces oasis, ils font toujours bonne récolte. Un baguet à part de ça. Le bagage des canards, principalement les noirs, est un programme conjoint entre le Service canadien de la faune et le US Wildlife Service. Au Québec, plus de 5000 oiseaux sont bagués annuellement dans 10 stations de bagage. Les buts sont de connaître les déplacements, le taux de survie et la longévité de ces oiseaux.
DS se fie souvent à ses yeux, mais dans un marais comme celui-là, c'est son odorat, son nez, qui lui permet de retrouver les canards. Ici, sans chien, avec un bon nez, on perd plus de 90% des prises. Je ne peux pas commencer à vous servir tout le monde, j'ai eu assez de personnes. Des petites nouilles, des petites nouilles, des petites nouilles. C'est tout figé dans le gras. Il est pareil, tout d'abord. Un 40 par personne. Non, mais goûte donc avant. Tout à coup, t'aurais un appétit féroce. Je vais y goûter, moi. Non, pas la peau, j'aime pas la peau. Pas la peau. 12 heures de plein air et de plaisir à pratiquer son sport favori. C'est maintenant le temps de prouver que l'on est de bons vivants en taquinant le chef qui nous a préparé un souper de roi. Bon coup, Carré. Très, très bon. Je pensais jamais que c'était pas Non, mais il y a des gens... C'est pas pire. Non, mais il y a des gens, là... Moi, j'ai fait cette recette-là, là. Okay? J'ai réconcilié des gens avec le canard. Il y a des gens là, qui ne pouvaient pas manger de canard. Il faut jamais faire cuire ça au four, c'est pas compliqué. Si tu fais cuire ça comme un poulet, là, ça goûte le brin de c'est pas compliqué. Non, non. J'ai mangé un demi-canard. Mais pour moi, vous tirez juste dans la tête, vous autres, il n'y a pas de plomb dans le corps. Non, mais il est parfait. Un petit bravo pour Poupard, hein? Oui.